Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Tous ceux qui s'intéressent à la vie politique française connaissent la politologue varoise Virginie Martin. Diplômée de Sciences Po Paris, docteur en sciences politiques, chercheur et professeur à la Cage Business School, Virginie Martin éclaire de ses analyses l'actualité politique qui passionne toujours les Français. Dans cet entretien, Virginie Martin revient sur sa décision d'entrer à Sciences Po alors qu'elle s'était préparée à de brillantes études littéraires. Elle se souvient de ses premiers échanges avec ceux qui deviendront ses maîtres en sciences politiques. Elle décrypte les nouvelles stratégies de séduction, l'accélération du temps et les raisons de la défiance populaire auxquelles sont désormais soumis tous les politiques. Une quête passionnante pour comprendre la société dans laquelle nous vivons. Et je m'appelle Virginie Martin. Après des pérégrinations dans mon cursus, je suis passée par le théâtre, par les lettres, donc la littérature, je suis aussi passée par la sociologie, et puis finalement la politique m'a rattrapée ou attrapée, je ne sais pas trop. Et donc j'ai travaillé beaucoup dans le domaine des sciences politiques. Et c'est là-dedans que je me suis après spécialisée. Et donc aujourd'hui, je suis chercheur et auteur aussi de plusieurs ouvrages et aussi d'un roman, mais qui, pour des raisons un peu personnelles, n'a pas tellement percé malheureusement. Mais voilà, la vie en a décidé autrement. Au départ, moi, j'étais vraiment quelqu'un qui était plus dans la créativité. C'est vraiment important de le dire. J'ai toujours été une grande littéraire, fan de littérature. J'ai fait une Hippocane, j'ai fait une Cannes, j'ai fait donc une licence de lettres, ce qu'on appellerait aujourd'hui un master de lettres à la Sorbonne. J'ai fait ce master d'ailleurs, je voulais le faire sur Serge Gainsbourg et on me l'a interdit à la Sorbonne à l'époque. Et je l'ai fait donc diamétralement opposé sur Paul Claudel. Et donc les métaphores musicales chez Claudel. Et donc voilà, ça c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Je faisais beaucoup de théâtre par ailleurs. Et donc je me destinais vraiment plutôt à la recherche, mais en littérature, pourquoi pas peut-être en philosophie à terme, je ne sais pas, mais en tout cas j'étais plutôt là-dedans. Et comme quoi, le hasard, les rencontres, voilà, j'ai rencontré un soir quelqu'un qui m'a beaucoup impressionnée lors d'une rencontre entre amis, comme ça on était très jeunes, et je trouvais qu'il parlait extrêmement bien. Et je trouvais ce type absolument fascinant parce qu'il parlait très bien. Et je trouvais qu'il avait vraiment une éloquence, un vocabulaire. Alors, il se prenait peut-être un peu au sérieux, attention, mais voilà. Et comme, voilà, faisant du théâtre et tout, je suis sensible à ça. Alors, c'était pas du tout du théâtre, là, c'était vraiment de l'éloquence. Et donc, j'apprends qu'il est à Sciences Po à Paris, qu'il va bientôt partir en stage à l'ONU, etc. Et là, je me dis, je crois que j'ai jamais raconté cette histoire, que je veux absolument rentrer à Sciences Po. Donc moi, je rentre pas à Sciences Po par amour de la politique, que les choses soient claires. Je rentre parce que je me dis, c'est magnifique de pouvoir décrire le monde avec autant de précision, autant de détails quand on a la parole. Et du coup, je finis par rentrer à Sciences Po, ce qui n'a pas été tout à fait facile, d'ailleurs, mes premiers temps à Sciences Po, parce que beaucoup arrivaient d'histoire, donc ils étaient forts en histoire, beaucoup arrivaient du droit constit, ils étaient forts en droit constit, certains arrivaient d'économie, et moi, j'arrivais de littérature. Donc, j'avais aucune matière où j'étais douée, en fait, ou en tout cas, j'étais préparée. Et donc, ça n'a pas été facile, mais voilà. Et là, ça a été vraiment un coup de foudre, je pense, intellectuel et aussi en termes de quelques personnalités et au regard de quelques personnalités. Intellectuel, pourquoi ? Tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est comme ça qu'on peut évidemment changer le monde. C'est comme ça qu'on peut le décrypter, c'est comme ça qu'on peut améliorer. Et j'ai trouvé que la chose créative était peut-être moins, apportait peut-être moins au monde, et pourtant ça apporte de la beauté, de la joie, du divertissement entre guillemets. D'ailleurs maintenant j'ai écrit des livres sur les séries, donc j'y suis revenue quelque part. Donc je reste toujours quand même avec cette appétence à la chose créative et à la création. Mais là, je me suis dit que la chose politique était bien plus intéressante. Et puis, j'ai commencé à travailler la sociologie politique avec
des politologues du Cevipof, que sont François Platon, qui travaille sur le Parti communiste. Voilà, j'ai rencontré des maîtres aussi de l'art oratoire et de la culture politique que sont Bertrand Badi, qui travaille aujourd'hui évidemment sur les questions internationales, enfin, mondialisation, etc., qui est vraiment... on ne peut pas ne pas être séduite par des telles pointures intellectuelles comme Bertrand Badi. Et puis, j'ai commencé à travailler un petit peu avec Philippe Habert. Philippe Habert était maître de conférence à Sciences Po Paris à l'époque. Donc, il faisait sa conf de sciences politiques. Et il était un petit peu journaliste à TF1 par ailleurs, mais il était surtout le gendre de Jacques Chirac. Et donc marié à Claude. Et donc, on avait pas mal de points communs. On arrivait bien à se challenger intellectuellement. On était extrêmement jeunes à l'époque. Donc, je pense que c'était aussi une proximité d'âge qui n'était pas désagréable, hein, puisque Claude Chirac doit aussi pas être très, très, très vieille. Et puis un jour, Philippe Habert est mort, très, 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 très jeune. Donc, et ça a été aussi un moment où on était pas mal d'étudiants à venir à son enterrement, à l'église notamment, derrière la mairie de Paris, dans le Marais. Et ça a été un moment fort parce que c'est un peu comme si la vie m'avait enlevé un ami prof intellectuel. Vous voyez, c'était un peu ce mélange. On était assez proches, mais on restait quand même avec cette distance quand même du prof à l'élève, etc. On n'était pas non plus les meilleurs potes. On n'allait pas en boîte le soir ensemble. Mais voilà, c'était vraiment quelqu'un de tout à fait spectaculaire par ailleurs. Et puis évidemment, d'autres rencontres. Et ça, de m'avoir enlevé ce personnage dans ma vie, je pense que j'ai voulu rattraper quelque chose. Je pense qu'il s'est passé quelque chose là. C'est un peu Tocqueville qui raconte toujours des événements fondateurs. Ça en est sûrement un. Et puis Pascal Perrineau, que j'avais en conf, évidemment. Dominique Régnier, qui a été après mon directeur de thèse, avec Pascal Perrineau d'ailleurs. Pascal Perrineau, dont j'ai toujours aussi été extrêmement proche, quelqu'un avec beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension. J'ai pu après m'éloigner de leurs travaux petit à petit, parce que je ne suis pas tout à fait dans ces mouvances aujourd'hui. Et puis, je suis rentrée donc en 3e cycle, puis après en thèse. Et là aussi, encore des rencontres, des confirmations. Quelqu'un comme Janine Mossus-Lavaux, qui est spécialiste des femmes et de la politique, c'est elle la première qui m'a publié. Donc voilà, sur l'acte de vote des femmes, je travaillais sur une historiographie avec Michel Offerlé aussi, un sacré personnage, et sur une historiographie donc des premiers votes des femmes, et c'est lors d'un colloque, et après il y a eu un bouquin collectif dirigé par Janine Mossus-Lavaux et Armelle Lebras-Chopard. Donc voilà, c'est un peu toute la genèse de tout ça, et là je me suis dit, cette matière est fantastique parce que... Ok, la politique, mais pourquoi la matière des sciences politiques est fantastique? Parce qu'elle est aux confins et au croisement de la sociologie, évidemment de la philosophie. Elle est aux confins, évidemment, aussi de l'économie. Enfin, je trouvais que c'était d'une richesse incroyable. Certains ont beaucoup critiqué les sciences politiques, est-ce que ça existe, etc., etc. Mais néanmoins, en termes de champ disciplinaire, j'ai trouvé que ça ne me frustrait pas comme la socio, ça ne me frustrait pas comme l'éco, ça réunissait tout ça. Et d'ailleurs, derrière, après, mon habilitation à diriger des recherches, donc un truc qu'on fait bien après le doctorat, est en sciences de gestion. Et là, donc, j'ai travaillé sur la question de l'organisation et d'une approche critique de l'organisation. Et donc, voilà. Donc, j'aime aussi brasser les disciplines. Ça a toujours été mon truc. Il y a quand même eu des travaux célèbres, voilà, de Siegfried, il y a eu des travaux célèbres quand même, mais néanmoins, le politologue tel qu'il est aujourd'hui, alors il y a plusieurs choses d'abord. D'abord, en sciences politiques, il y a un courant plus critique,
qui est, moi, aujourd'hui, celui dans lequel je me sens plutôt pas mal, et qui pourrait être proche de Patrick Champagne, par exemple, qui travaille à la critique des sondages, typiquement dans la mouvance de Bourdieu, en définitive, hein, tout simplement. L'école de Sciences Po Paris est un peu moins critique. Elle accompagne plus. Elle ne va pas dire que le sondage n'est pas bien, elle va plutôt, comme Jean-Luc Parodi le fut, paix à son âme, faire partie, à la limite, des instituts de sondage. Donc il y a aussi une vision un peu plus critique qui peut exister, moi, avec laquelle je me sens aujourd'hui beaucoup, beaucoup mieux. C'est vrai que Sciences Po Paris est une vision plus mainstream, peut-être, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, je ne sais pas trop. Je n'ai pas envie de dire des mots trop politisés, en fait, mais je crois qu'on comprend l'idée. Alors, il y a politologue et politiste aujourd'hui aussi. Ça, c'est très important de comprendre. Pourquoi aujourd'hui politiste est aussi devenu un peu le nom qui convient d'employer pour justement des gens qui font de la recherche en sciences politiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, en tout cas, le politologue, c'est devenu un peu le sondeur, à la limite même le journaliste politique, il pourrait devenir politologue, le chroniqueur. Enfin, il y a vraiment aussi une confusion des genres et c'est très compliqué de distinguer finalement celui qui observe la vie politique et qui la commente avec plus ou moins de recul, du politiste vraiment, et qui serait le politologue, du politiste qui vraiment fait de la recherche en sciences politiques, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc, déjà, c'est la journée d'un chercheur, hein, c'est-à-dire qu'on lit beaucoup, on étudie beaucoup, on écrit beaucoup. Bon, ça, c'est notre boulot de chercheur, quelle que soit la discipline, le champ disciplinaire, bien entendu. Mais le politiste ou le politologue, pour faire plus simple, va vraiment s'attacher, là aussi, il y a plein de sous-disciplines, si je puis dire. Il y a la sociologie électorale, la sociologie, la géographie électorale, qui vote quoi, où est-ce qu'on vote, l'histoire finalement aussi des élections, ça fait partie des sciences politiques. Il y a aussi la philosophie politique, bien entendu, l'étude des idées, ça fait aussi partie de la science politique. Il peut y avoir les mouvements sociaux qui peuvent en faire partie, la protestation, etc., la démocratie, enfin, tout ça. Donc, il y a plusieurs stades, si je puis dire, enfin plusieurs types d'approches de la recherche en sciences politiques, mais globalement, on s'attache, et puis il y a aussi évidemment tout ce qui est sciences politiques internationales, hein. Je parlais de Bertrand Badi, qui travaille sur culture et politique, il va vous parler de la Chine, de l'Inde, etc. C'est encore une manière aussi d'être à la chose sciences politiques. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'aller regarder comment les gouvernants gouvernent, comment les partis prennent le pouvoir, et comment les citoyens et les citoyennes font avec tout ça, en fait. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, eux, dans cette affaire. Et comment tout ça, donc cette conquête du pouvoir via les partis politiques, ce pouvoir en place, est-il démocratique, est-ce qu'on est en République, etc. Et puis, donc, le troisième poste, les citoyens et les citoyennes, voilà, c'est comment tout ça interagit et se met en musique dans le cadre, évidemment, d'institutions qui sont les nôtres ou celles de nos voisins. Le politique, peu à peu, le champ politique, à partir, on va dire, 1789, commence à perdre du pouvoir, en fait. Il perd du pouvoir et il va céder de plus en plus de pouvoir. Il va le céder aux syndicats, il va le céder aux partis politiques, il va le céder aux électrices en 1944, il va le céder aux jeunes de moins de 21 ans, donc à 18 ans, en 1974. Donc finalement, petit à petit, le politique qui se croyait un peu invincible et seul au monde et concerné par juste quelques personnes autour du roi ou d'une forme de pouvoir un peu suprême et traditionnel, sur la pression du peuple ou des peuples, on va dire, il est obligé de céder et de donner. Et plus il donne, plus il voit qu'il perd de son pouvoir et de sa superbe, si je puis dire. Et plus il va avoir vraiment à cœur de rattraper le pouvoir qu'il a perdu, en définitive. Et comment il va le rattraper ? En nous séduisant, si je peux dire, si je peux employer ce mot. Et donc, en fait, effectivement, on est en démocratie, effectivement, on vote, effectivement, on peut manifester beaucoup de mécontentement, mais néanmoins, le politique, par rapport peut-être aux années 58, et surtout après, quand De Gaulle passe
l'élection du président au suffrage universel direct en 65, et ça c'est pas rien comme révolution démocratico-politique, ça c'est très important. À partir de là, il va falloir finalement récupérer ces citoyens qui nous échappent en définitive. Et on va les récupérer comment ? Par beaucoup de communication, par beaucoup de médias, par beaucoup de storytelling, par beaucoup même une storytelling qui va jusqu'à la bouffonnerie, comme diraient d'autres chercheurs. Et ça, c'est aussi très important. C'est quand même ce glissement progressif vers l'ultra-médiatisation. Moi, ce que j'ai même appelé le porn média, comme on appelle sur Instagram la porn food, etc. On est vraiment dans du porn média, c'est-à-dire que medium is message, c'est-à-dire que je me présente de plus en plus dans les médias, sur TikTok, Instagram, ou que sais-je, ou Twitch et compagnie. Tous les hommes politiques maintenant, plus ou moins, s'occupent de cela. Et il suffit que j'apparaisse. Et politiquement, c'est censé dire quelque chose parce que, ou je suis jeune, comme Emmanuel Macron, qui a beaucoup joué là-dessus, ou alors évidemment la grosse fracture, ça commence un peu avec Sarkozy Royal, qui joue beaucoup des médias, et l'un et l'autre, avec des iconographies pour l'un et pour l'autre très fortes et très mises en scène. Mais voilà, petit à petit, c'est cette mise en scène du politique qui devient de plus en plus forte. Et puis, à partir donc de 1965 aussi, peut-être cette fausse bonne idée, je ne sais pas, du général de Gaulle qui fait passer donc cette 5e République d'une part en 58, puis ce président de la République qui sera définitivement élu, en tout cas jusqu'à maintenant, au suffrage universel direct. Et là, le président ou la présidente, tous les candidats, les candidates ont besoin de séduire et d'être cette image suprême et cette rencontre, comme on a coutume de le dire, entre un personnage et un peuple. Et là, ça personnalise énormément, et plus ça personnalise, quelque part, plus ça égotisme, je ne sais pas comment le dire, plus l'ego devient gros, plus les médias s'en emparent. Il y a évidemment l'arrivée des chaînes d'infos, ça c'est aussi très important. Et donc, il y a une accélération de tout cela, de plus en plus, c'est exponentiel, en plus cette accélération est exponentielle, face à un politique qui n'a une temporalité qui ne lui est plus favorable, puisqu'il faut aller vite, et le politique va lentement dans ses réalisations, et il faut être transnational, et le politique sur l'espace est complètement contraint par sa réalité territoriale. Je voudrais pas qu'on me comprenne mal. Pour moi, c'était pas forcément mieux avant. Il n'y a pas ce côté nostalgique, évidemment. Ça, c'est pas trop mon propos. Mais c'est vrai que j'ai eu l'honneur cette année de préfacer la réédition du discours de Philippe Séguin qu'il a prononcé devant l'Assemblée nationale, 2h20 d'un discours absolument incroyable de profondeur, qu'on soit d'accord avec ce qu'il disait ou qu'on soit pas d'accord avec le souverainisme, en tout cas, qu'il lui défendait. Et j'ai donc relu, à la faveur de cette demande, j'ai relu tout le discours de Philippe Séguin pour évidemment préfacer le bouquin. Et c'est vrai qu'à la fois en termes de niveau de vocabulaire, c'est vrai qu'en termes d'attention qu'il faut avoir au discours, 2h20, en plus des méandres constitutionnels d'une complexité pas rare, mais en tout cas réelle, la subtilité aussi de la question d'irrecevabilité constitutionnelle, enfin, etc. C'est vraiment un discours à la fois charnel, politique, technique, communicationnel néanmoins, malgré évidemment sa densité, dense, oui, en effet. Donc, c'est vrai que quand on voit ça, et quand on voit des petits flashs comme ça d'Instagram de tel ou tel responsable politique, on se dit, est-ce qu'on serait encore capable de supporter, d'entendre ce discours ? Christiane Taubira a fait le sien à son heure aussi, sur le mariage entre les personnes du même sexe. C'était aussi là un très beau discours. Et avant Séguin et Taubira, je pense qu'on peut dire Simone Veil sur l'avortement. Ces 3 discours vraiment qui auront marqué
le temps, même si celui de Séguin, évidemment, n'a pas marqué... enfin, il y a toujours un convenant souverainiste en France, mais en tout cas, il est parti... il n'a pas été dominant, loin de là, c'est l'Union européenne qui a gagné cette bataille. Mais c'est certain qu'on est obligé, et on a été, et certains sociologues des médias le disaient, et c'était très intéressant, je trouvais. Il disait, je crois de mémoire, ça doit être Lucien Sfez qui raconte ça, dans un bouquin qui est déjà un peu vieux, hein, donc c'était quand même des choses prémonitoires. Il disait, attention, on va être dans une communication de plus en plus techniciste. Techniciste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va adapter notre message à la technique et à ce que la technique nous autorise, à savoir Twitter, 280 caractères, Instagram, de la photo et des choses qui accrochent de manière iconographique, sinon ça ne marche pas, des textes très courts, etc. Donc ce n'est plus nous qui maîtrisons en fait notre flux de paroles, c'est la machine et tous ces supports, et notamment tous ces supports, ces réseaux sociaux, qui nous imposent en fait. Et donc c'est vrai qu'il y a une technicisation. Les chaînes d'infos, c'est pareil quelque part. Leur format est extrêmement court. On est dans ce qu'on appelait à un moment l'ère du zapping, mais là c'est beaucoup plus ce que je dis. Et puis, il y a aussi, quand même, c'est ce que le philosophe Rosa dit beaucoup, il dit quand même les temps se sont accélérés. Et donc, même le travail journalistique ne se fait plus tout à fait correctement. Il est obligé de se faire extrêmement vite. Mais là aussi, dans un bouquin de Bourdieu qui doit dater des années, je sais pas, je vais dire une bêtise, peut-être 90 ou peut-être 2000, je ne sais plus, sur la télévision, bon, tout ça pour dire que ça fait un moment, il disait bien, en fait, il y a une circulation circulaire de l'information. Bah, la parole politique, c'est la même chose, en fait. Elle circule comme ça. On parlait des éléments de langage, mais là, ce ne sont plus des éléments de langage, ce sont des mots absolument creux. On avait fait un travail avec des linguistes, justement, en disant on est dans les mots creux du politique. C'est au-delà de l'élément de langage, hein, c'est-à-dire que ça ne signifie plus rien. Et quand on commence à mettre des mots qui signifient, ils clivent. C'est aussi notre problème. Le livre d'Emmanuel Macron, qu'il a écrit en 2016, qui précède sa présidence, hein, finalement, est un livre, justement, avec 300 pages, je ne sais pas combien, de mots absolument creux. Et ils ne font pas consensus, attention, ils sont juste creux. Mais en tout cas, ils ne clivent pas. Et c'est assez remarquable. Alors oui, il est un peu question d'individualisme, on voit bien où il va, mais c'est plutôt quelque chose, c'est un livre dans lequel on peut se projeter, qui que ce soit peut se projeter, parce que le livre ne dit pas grand-chose. Et ça, c'est quand même un sacré problème. Mais néanmoins, on peut aussi le pardonner sur ça. Parce que s'il avait dit laïcité, souveraineté, universalisme, culturalisme, que sais-je, hein, etc., s'il avait employé les mots, je sais pas, de marxisme ou d'ultralibéralisme, tout d'un coup, le livre aurait enflammé, en fait, les foules. Et là, il était en dessous des radars. Et finalement, c'est un peu comme ça que Emmanuel Macron finit par gagner. La présidentielle de 2022, il se tait. Donc, c'est au-delà d'en dessous des radars. Bon, là, avec les retraites, il ne se tait plus. Mais en tout cas, pendant la campagne, ça a été le silence sur les ondes. Donc, oui, il y a une accélération de tout ça. Le langage est différent parce qu'il sait... c'est pareil. Je crois que sur le langage, je fais encore un peu une parenthèse là-dessus qui me paraît importante. Sur le langage, quand on est beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui est mon cas, on voit bien aussi qu'il y a un besoin d'universalisation. Mais c'est pareil en recherche, hein, donc ça va des réseaux sociaux, mais la recherche a le même problème. L'universalisation, c'est quoi? C'est que finalement, si je publie quelque chose sur Instagram ou que sais-je, ou sur TikTok, etc., quelque part, il faut que l'international puisse me saisir. Ça ne veut pas dire que je vais parler en japonais, en anglais ou en italien. Non, ça veut dire qu'en fait, je vais mettre beaucoup d'iconographie. Je vais mettre des émoticônes, je vais mettre des signaux, en fait. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les travaux de sémiologues sont d'ailleurs passionnants à ce titre. Certains chercheurs travaillent aussi sur les mèmes. C'est passionnant aussi, ces petites images qui après sont partout sur les réseaux et qui se reproduisent à l'infini. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Mais pourquoi ça marche? Parce que
Que vous regardiez ça en étant australien, canadien ou colombien, c'est exactement la même chose en fait. Et vous comprenez le message universel. Donc on a un problème quand même qui vient aussi répondre, pour finir sur la question du langage, pour répondre aussi à une forme de mondialisation, d'internationalisation. Et donc on devient, même nos politiques français, à la fois par la technique, la technicisation médiatique, à la fois par les médias, le temps qui se réduit, on n'a plus le temps de travailler des sujets, mais à la fois aussi par ce besoin de dénominateurs communs internationaux, et bien finalement, on finit par réduire vraiment nos champs de vocabulaire, nos champs sémantiques et nos champs lexicaux. Quand j'ai fait mes premiers travaux de sciences politiques au milieu des années 90, on parlait déjà de la crise du politique, de la crise de la représentation, des abstentionnistes. On parlait déjà aussi de certains mouvements, par exemple aux élections régionales ici ou là, un peu parallèles, qui pouvaient avoir trouvé un peu de succès auprès de certaines personnes. On parlait aussi des votes protestataires très forts. On voyait bien que la chose politique établie avec ces partis de gouvernement n'était plus suffisante du tout, et que, quelque part, les gens et les électeurs et les électrices essayaient de chercher une vérité politique ailleurs. Alors ailleurs, dans la révolte, dans les mouvements protestataires, dans les fonctions tribuniciennes de certains partis. C'est là où on voit arriver évidemment très en force le Front National, et notamment Toulon, Orange, etc., donc, bien sûr, mais de manière après durable, tout ça s'est installé, s'est aggravé, et en termes de défection, et ça c'est très clair. Il y a eu quand même, n'oublions pas, dans ces étapes de désaffection des citoyens envers la politique, il y a eu aussi, à un moment donné, un problème de crédibilité. Il y a eu beaucoup d'affaires qui ont émaillé tout ça. Aujourd'hui, on en parle un tout petit peu moins. Et on en parle tellement qu'on ne les voit plus, puisqu'il y en a peut-être une par jour, je ne sais plus en fait, si ça s'est lissé. Mais en tout cas, voilà, il y a eu aussi beaucoup d'affaires qui ont fait beaucoup de mal à la chose politique. Les gens ont eu de moins en moins confiance. Et ça a été un énorme problème. Mais je pense aussi que le politique est peut-être, alors je ne suis pas comme Fukuyama qui parle beaucoup de cette fin de l'histoire, est-ce qu'on ne serait pas sur la fin du politique, justement? La fin du politique, pourquoi? Parce que ce que je disais sur la question du temps et la question de l'espace, je trouve que c'est des questions très importantes et qui mettent vraiment à mal le politique. Le politique a besoin du temps, vraiment, il s'inscrit dans un temps long. Un quinquennat, c'est relativement long. Réduire la question du chômage, c'est long. Avoir une autre politique industrielle, c'est long. Avoir une autre politique énergétique, c'est long. Résoudre le problème, je ne sais pas, des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, on voit bien que c'est très long. Ça s'inscrit dans le temps long. Même quand il y a une volonté politique, ça met du temps. Alors quand il n'y en a pas trop, ça met plus de temps encore. Mais on a envie aussi que le politique soit dans l'acte illocutoire que sont aujourd'hui tous les réseaux communicationnels. C'est-à-dire, l'acte illocutoire, c'est quoi? C'est qu'en dire, c'est faire. Voilà, je dis, je résous le chômage, hop, j'ai résolu le chômage. Mais le politique, c'est pas ça. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes, notamment via, évidemment, le numérique généralisé, dans une forme de super immédiateté, de super présent, on va dire. Et si ça ne va pas extrêmement vite, c'est déjà trop lent. Et on passe évidemment de la 3G à la 4G, de la 4G à la 5G. C'est pour ça que ce paradigme techniciste, on ne peut pas le négliger selon moi. Vraiment, parce qu'il induit nos représentations derrière. Il n'est pas juste une technique, c'est super ou pas, je vais avoir la fibre. C'est pas cette histoire. Certes, c'est plus pratique, mais néanmoins, ça induit nos comportements et nos représentations. Donc, on a une représentation du temps qui doit être court, sinon il n'est pas, point. On voit bien
Les taux de concentration, c'est extrêmement compliqué. Qui est encore capable d'aller se dire demain matin, je vais ouvrir Proust cette semaine, la semaine prochaine, je vais commencer la Comédie humaine de Balzac, etc., etc. C'est très compliqué, surtout dans les jeunes générations. Je ne veux pas dire qu'ils ne lisent pas, je ne veux pas dire qu'ils ne s'intéressent à rien. Ce n'est pas du tout ce que je dis, hein. C'est une histoire de concentration. Ils sont capables de se concentrer sur autre chose, différemment, etc. Donc, le temps joue vraiment contre la chose politique et on se dit finalement la politique est complètement dépassée. Elle est dans une temporalité de notre siècle. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment ça. Et là, il y a un anachronisme très fort. Et puis, il y a l'espace. L'espace, le politique, là aussi, se fait complètement dépasser. Complètement. Lui, il est coincé dans son territoire. Parce que la France, c'est la France, l'Allemagne, c'est l'Allemagne, l'Union européenne, reste l'Union européenne, etc., etc. Et puis la mairie du coin, c'est la mairie du coin. Donc chacun est coincé sur un territoire, alors que nous sommes devenus, nous, des individus extrêmement mobiles, des individus qui passons les frontières comme on en a envie, si tant est qu'on puisse évidemment le faire, mais même des frontaliers peuvent vous dire je vais acheter des cigarettes de l'autre côté, etc. Et puis des jeunes peuvent partir au bout du monde pour avoir une expérience. Et ça a été aussi les avions low cost, ça a été tout ça aussi, hein, le TGV qui permet d'embrasser plus de territoires et tout ce genre de choses. Donc nous sommes des individus mobiles. On a un système de vote qui paraît, dans ce contexte un peu archaïque, où on vote toujours un peu dans le lieu de domicile des parents, mais ça fait bien longtemps que tout ça est fini, donc on ne sait même plus où on vote. Quid du vote électronique, justement, par rapport à ça. Et puis, de l'autre côté de l'échiquier, il y a les très grandes entreprises, les GAFAM, évidemment, les Amazon, etc., mais les BATX aussi en Asie, qui ne cessent de traverser les frontières. Elle se moque complètement du territoire. Et c'est, je crois, Bruno Latour qui disait aussi, dans son, je crois que c'est un de ses derniers bouquins, qui s'appelle « Où atterrir ?» J'aime bien cette notion d'atterrissage, en fait. Mais là, plus personne n'atterrit, en définitive. Plus personne n'atterrit. Et le politique, lui, il est coincé dans la glaise, dans la terre, au sens le plus strict du terme, et fait face à des individus liquides, nomades, complètement intouchables, et en tout cas qui ne peuvent pas se... Et qui sont en plus, ça c'est un point que j'avais beaucoup développé dans un de mes bouquins qui s'appelle « Ce monde qui nous échappe », ces individus en plus que nous sommes, on est tous devenus un peu hybrides, et donc on a des citoyens hybrides en face du politique, et ça c'est la chose la plus compliquée par ailleurs. On reprochait à l'époque de Rocard de déjà, c'était années 90, de déjà beaucoup gouverner au gouvernail des sondages. Après, il a mis aussi beaucoup de politiques d'évaluation publique en place. Il fallait absolument évaluer, tout évaluer. Donc il y avait déjà un peu cette tendance de consulting ou de cabinet de conseil quelque part. Et après, ça s'est beaucoup accéléré. Et là, on l'a vu exploser, évidemment, avec Emmanuel Macron. Il faut savoir quand même aussi que c'est le Boston Consulting Group qui a fait la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Hein. Là, on est... Le BCG, c'est vraiment un beau cabinet de consulting à la McKinsey, hein, pour le coup. Donc, on voit bien que tout ça... rôde en fait depuis quelques années. Maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus fortement présent dans la campagne, notamment dès 2017 d'Emmanuel Macron, ça c'est certain. Et c'est vrai que le politique, malgré nos compétences internes, en énarchie, en Sciences Po, en polytechnicien, et j'en passe, malgré ces corps d'État, enfin pas Sciences Po, mais les autres, ces corps d'État à la française qui sont quand même très forts, censés être compétents et comprendre le bien commun et comprendre pourquoi la France doit aller dans ce sens ou dans cela, ceux qui comprennent évidemment la comptabilité nationale, enfin c'est des choses très, très, très pointues et très précises, eh bien tous ces gens-là, alors d'abord, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'ils ne sont pas forcément en politique aujourd'hui. Parce que pourquoi ? Eux-mêmes sont dans les cabinets de McKinsey, etc., parce qu'on gagne mieux, parce que les possibilités d'avancement sont plus importantes, parce que l'international est plus important, etc. Et donc, finalement, d'abord, il y a une désertion
au sein des cabinets ministériels des gens qui sont censés être dans les cabinets ministériels ou qui sont censés être ministres, si je puis dire. Donc il y a une désertion du personnel au niveau du politique, ça c'est très compliqué, reste qui reste à la fin. Hein. Et d'autre part, évidemment, il y a une privatisation de tout. Des autoroutes, Doctolib, c'est un truc privé, tout le monde dans sa tête pense que c'est public, mais non, c'est juste privé, etc. Donc la privatisation, de toute façon, est en route, sous prétexte d'efficacité, sous prétexte que c'est mieux, que ça rapporte plus, etc. Non, c'est juste en train de déshabiller notre État-providence, point, et nos compétences internes. C'est juste en train de désosser le pays et ses compétences. Donc c'est assez grave. Mais oui, effectivement, il y a déjà quelque chose qui a cédé. Avant cela, moi, j'avais monté un think tank, d'ailleurs, donc je sais bien de quoi je parle aussi, puisqu'il y a les think tanks aussi, hein, que ce soit aujourd'hui... la Fondapol, la Fondation Jean Jaurès. La Fondation Jean Jaurès, par exemple, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, a aidé les nouveaux députés macronistes à prendre la parole en public, etc. Donc on voit bien hein, pas la confusion des genres, mais en tout cas, là, c'est pas des cabinets de conseil, mais enfin, bon, ce sont des think tanks, hein, c'est un peu à la mode américaine. Et après, évidemment, petit à petit, toutes ces tendances deviennent... assez caricaturales et deviennent cabinet de conseil. En fait, il y a eu cette demande de société civile à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. C'est aussi parce que les politiques ont vraiment confisqué le pouvoir. Il n'y aurait peut-être pas eu cette confiscation aussi caricaturale du pouvoir, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y aurait eu moins ce besoin de société civile, parce que cette société civile est aussi arrivée dans on a tout essayé, et pourquoi pas finalement ce type de profils qui sont censés être en prise au réel, savoir le réel, la vraie vie, ce genre de choses. Il y a eu aussi cette demande. Mais je pense que ça vient aussi en réaction à cette privatisation, aux affaires, à la privatisation aussi pécuniaire, etc. Donc ça, bien entendu. Maintenant, il y a deux choses. Que ce soit effectivement dans des milieux un petit peu plus, entre guillemets, privilégiés chez LREM en 2017 ou dans des milieux un petit peu plus modestes chez LFI, effectivement, là, on aurait... une Assemblée nationale qui commencerait peut-être petit à petit à ressembler au réel, à la société réelle. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'une Assemblée nationale doit être la photo réelle de la société ? Pourquoi ? On part du postulat, parce que c'est aussi l'expérience qui a fait ça. Enfin, le passé. On part du postulat que si on expérimente réellement une situation, alors on la comprend, alors on la vit. Typiquement, il y a très peu de personnes en situation de handicap dans le monde politique. Le handicap passe complètement sous les radars. Donc ça, évidemment. Alors, il y a un côté un peu américain dans cette histoire. C'est-à-dire, il faut avoir l'expérience, d'être afro-américain pour pouvoir parler du racisme aux États-Unis. Il faut être une femme pour pouvoir parler de ce qu'une vit une femme. Il faut être une personne en situation de handicap pour comprendre, etc. Pourquoi pas ? Bourdieu posait cette question dans La misère du monde, on était dans les années 90. Il disait, est-ce qu'un sociologue qui va interviewer des Afro-Américains dans Harlem, est-ce qu'il doit lui-même avoir la peau noire ou pas forcément ? Qu'est-ce que ça a comme avantage ? Est-ce que ça va créer quelque chose de plus précis au niveau de la dynamique sociologique, etc. C'est vraiment une question, je trouve. Bien sûr qu'on ne peut pas... Enfin, normalement, quand on est à l'Assemblée nationale et qu'on est un député, on est au-delà de soi-même. C'est là où je veux en venir. On est censé être au-delà de soi-même. On n'est pas censé être... un homme, une femme, être de telle ou telle origine, de telle ou telle religion, et que sais-je. On est juste censé être le député, le représentant, ou la représentante pour le coup, et de manière neutre et au-delà de soi-même. Alors c'est certain qu'au bout d'un moment, quand il y a une sociologie des députés et des sénateurs,
qui est tellement caricatural et tellement privatisé par certaines professions qu'évidemment, il y a forcément une forme de corporatisme, de solidarité entre professions. On ne va pas aller tuer, évidemment, ce sur quoi on est assis. Donc, forcément, ça commence après, peu à peu, à aller dans un sens qui est un peu toujours le même, c'est-à-dire des privilèges qui sont évidemment ceux des professions qui sont les plus représentées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et donc, ça peut oublier, typiquement, alors la droite disait à l'époque les petits patrons, et puis la gauche dit aujourd'hui les gens au SMIC et qui se lèvent tôt le matin, les premières lignes, etc. Donc chacun, et dans chaque camp, a sa revendication du réel. Mais normalement, le réel, il doit être transcendé par l'Assemblée nationale. Il ne doit, si vous êtes député, vous n'êtes personne, vous n'êtes que une personne parmi 589, oui c'est ça, 577, parmi 577 députés, et vous êtes au-delà de vous. Et tout ça crée un ensemble qui vous dépasse. C'est un peu comment on fait société à la Durkheim, quoi. Comment l'Assemblée nationale finit par faire société, si je puis dire. Donc c'est peut-être ce coche qui a été raté par le passé, une privatisation trop grande des pouvoirs. Et puis petit à petit, effectivement, un corporatisme de classe qui s'est mis en place parce que finalement, il n'y avait aucune diversité, à la fois de genre, très peu de femmes à une époque, jusqu'à une certaine époque, puis très peu de telle et telle catégorie, très peu de gens d'origine, nord-africaine ou que sais-je. Et aujourd'hui, on a une assemblée qui est un peu plus diversifiée, on va dire, en termes de profil. On a une sociologie peut-être un peu plus ouverte. Mais là, se heurte le problème, tout d'un coup, de la compétence de la chose politique. La chose politique, c'est compliqué. En ce moment, j'ai écrit un papier sur le Rassemblement national, et je travaille donc sur la sociologie de ces députés. C'est pas le cœur du papier, mais il y a ça dans le papier de recherche. On voit bien que ces députés qui sont au nombre de 89 sont arrivés là pour beaucoup un peu par hasard. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée? Au lieu d'arriver compétents, ils travaillent leurs compétences en fait. Ils se professionnalisent une fois qu'ils sont déjà là. Alors, est-ce qu'ils ne devraient pas être un peu plus déjà aguerris aux commissions, aux sous-commissions, aux lois de finances, etc. C'est très compliqué, c'est quand même très complexe. Donc, tous ces députés, c'est pareil pour les députés Macron de 2017, c'est pareil aujourd'hui chez LFI, etc. Voilà, est-ce que les bancs de l'Assemblée, une fois que vous êtes élus, est-ce que c'est là que vous devez être formés? C'est peut-être un peu trop tard. Après, est-ce que petit à petit, on n'irait pas vers une professionnalisation finalement du métier politique? Je me rappelle, j'avais fait un stage, je crois que c'était déjà à Sciences Po, j'avais fait un stage dans un truc qui ne doit plus exister, qui s'appelait Profession politique, qui était, je crois, qui avait, je crois que c'est Gérard Carrérou, je ne sais plus, qui avait monté ce truc. Et j'avais toujours été impressionnée par ce titre, profession politique. Je trouve ça bizarre. Enfin, je sais pas si c'était le meilleur titre du monde, etc. Certainement pas, puisque ça a disparu peu à peu, visiblement. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas une professionnalisation à terme du politique? Parce qu'après, quand on n'est plus élu, qu'est-ce qu'on fait? On se fait recaser. Dès qu'on sent le vent tourner, tout d'un coup, ça y est, chacun et chacune fait du pantouflage. Pas du pantouflage, du recasage, c'est pas du pantouflage. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, on se dit, oh là là, je ne suis plus ministre, alors vite, il faut que je prenne telle ou telle concession, sinon, et tel secrétariat général, je ne vise personne, pour me recaser. Parce que faire de la politique, c'est aussi un peu être marqué dans la tête des gens. Alors, quand les choses étaient moins polarisées et que les partis de gouvernement étaient OK pour faire la France ensemble, si je puis dire, ça allait. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte, si vous faites 5 ans, 10 ans, 20 ans au RN, et même chez Emmanuel Macron, et même chez Mélenchon aujourd'hui, c'est compliqué. C'est quand même... c'est un peu écrit dans votre dos. Et à l'époque, ces gens-là, on les achetait cher pour leur carnet d'adresses. Mais aujourd'hui, d'abord, les carnets d'adresses sont beaucoup moins confidentiels que par le passé. Ça, c'est la première chose.
Et, et deuxièmement, oui, ces gens, enfin, ils sont un peu stigmatisés par la chose politique, qui n'a plus tellement la cote. Il y a plus vernis de j'ai été député et je vais devenir quelqu'un derrière après quand je vais retourner. Donc il faudrait peut-être pas faire une armée de métiers, mais une politique de métiers. Quel avenir pour Emmanuel Macron? Je ne sais pas, beaucoup disent qu'il a très envie aussi de voir comment l'Union européenne peut se faire mieux politiquement et peut-être à terme avoir un vrai président de l'Europe. Est-ce que c'est ça son ambition? Après tout, il est encore très jeune et il a le temps pour mettre ça en place. Je ne sais pas. C'est difficile parce que je pense que c'est aussi quelqu'un de très particulier et qui pourrait demain se transformer en marchand d'art à New York, à se acheter un hôtel en Thaïlande, ou en devenant trader à Londres, ou en regardant du cinéma toute la journée dans sa salle de cinéma particulière. Je pense que tout est possible en fait avec cet homme à la fois ambitieux, je pense quand même assez intéressé par la réussite matérielle. Mais je ne sais pas si cet homme fut un jour calibré pour la chose publique. C'est peut-être le gros problème de l'affaire. Malgré le fait qu'il ait été à la commission Attali à l'époque de Sarkozy, certes, il a été à l'Élysée comme chargé d'économie sous Hollande. Évidemment, après, il est devenu ministre de l'économie, puis après, on connaît la suite. Mais est-ce que cet homme est vraiment calibré pour le commun? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a pensé qu'en enjambant le clivage gauche-droite, il y avait quelque chose à faire de commun, à trouver un ADN futur pour la France qui se clive, qui se polarise. Et c'était peut-être une bonne idée, pas forcément d'enjamber à ce point-là le clivage gauche-droite, mais en tout cas d'essayer de trouver une matrice commune à ce pays qui n'en a pas finalement, qui est en train de prendre le pire de l'URSS, le pire des États-Unis, le pire de la Finlande, qui fait un boulé-boulga avec tout ça et qui finalement ne ressemble plus à rien. Donc tout en essayant évidemment de prendre le meilleur, mais à la fin, comme ça vient pas dans notre creuset, ça ne prend pas en fait, le précipité ne se fait pas. Donc voilà, peut-être qu'il a eu cette idée, cette intuition de dire quel ADN pour la France dans l'avenir, parce que c'est vrai qu'on patauge un peu, qui nous sommes. Est-ce que nous sommes les révolutionnaires de 1789 Est-ce que nous sommes les communistes et un des pays qui a donné le plus de poids aux communistes dans certaines années? Est-ce que nous sommes cette start-up nation que l'on voit poindre ici ou là dans certains cœurs de ville, et notamment à Paris, mais pas que, la French Tech, etc. Est-ce que nous sommes ces revendicateurs d'une France d'avant ou d'une France fermée ou d'une identité française? Enfin, qu'est-ce qu'on a en commun en définitive? On est à la fois libéraux sans être libéraux, on est à la fois, soi-disant, on libéralise l'hôpital, mais en même temps, on est complètement autoritaire au niveau d'un État quand même très top-down. Donc oui, il y a quelque chose à chercher dans ce sens-là. Est-ce que le macronisme a essayé de chercher ça? Peut-être, en fait, dans son côté un peu mot creux, un peu mot vide, un peu élément de langage. Peut-être qu'il y a une intuition, enfin, c'est peut-être 1% de possibilité que ça soit cette histoire. Mais en tout cas, voilà. Donc, Emmanuel Macron, dans toute cette affaire, au regard du traitement qu'il a fait, par exemple, de la crise des Gilets jaunes, au regard du traitement qu'il a fait de la crise Covid, au regard du traitement qu'il fait aujourd'hui de l'opposition à la réforme des retraites, on n'est pas tout à fait sûr qu'il sache bien comment gouverner avec quasiment 70 millions de gens. On ne gouverne pas juste pour quelques-uns ou juste pour tel et tel groupe ou tel et tel intérêt. Il faut refaire commun. Le pays a fondamentalement besoin de refaire commun
Et pourquoi les Gilets jaunes, j'en reparle? Parce que c'est une histoire, et je crois que c'est Ségolène Royal qui l'a dit, je crois que c'est la seule qui l'a dit, elle l'a dit tellement rapidement que personne l'a trop retenu, mais elle l'a dit. Elle a dit, mais une histoire comme les Gilets jaunes, normalement, avec un bon gouvernement, une bonne gouvernance, on pourrait dire, ça dure 72 heures, et c'est fini. Nous, ça a duré, et ça dure presque encore. Et c'est incroyable, cette non-gestion des crises. Et ça vient taper, ça vient abîmer la question du commun en France, et ça polarise, ça radicalise un pays déjà polarisé, déjà radicalisé. Et ce n'est pas une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Donc l'avenir de Macron, je pense qu'il est plus du côté de l'initiative privée que de la chose publique. Comme je dis que le politique est un peu mort et que c'est un peu la fin du politique, et j'espère au contraire évidemment me tromper, ou en tout cas que ça va revivre tout ça, je dis que maintenant on est peut-être plus médecin légiste que politologue. Une fois qu'on a dit ça, on, tout de même, on a une matière qui existe, on a évidemment une structuration idéologique, intellectuelle, je veux dire, donc il y a des idéologies, il y a des concepts que les étudiants doivent saisir, il y a la démocratie, comment va-t-elle aujourd'hui, dans quel sens elle va, que les étudiants doivent saisir. Ils doivent quand même comprendre aussi ce grand... évidemment, cette grande puissance de la communication politique. Donc oui, bien sûr, on peut largement parler de la chose politique à des étudiants parce qu'on l'enseigne et qu'on ne fait pas de politique, que les choses soient claires. Après, c'est vrai aussi dans cet esprit un peu de polarisation et de la politique taboue, parfois les étudiants hésitent. Et c'est vrai qu'on est un peu obligé peut-être aujourd'hui, plus que par le passé, de dire il n'y a pas de tabou. Vous pouvez, voilà, si vous avez envie de dire que telle et telle interview vous a paru complètement nulle, ou que cet homme ou cette femme politique vous séduit plus que jamais parce que vous trouvez cette personne extrêmement brillante, vous avez le droit de le dire, même si c'est pas politiquement correct, d'aimer tel ou tel, etc. Ça, c'est pas le problème. Il y a 10 ans, quand j'enseignais effectivement tous ces cours de sciences politiques, la parole était plus tranquille, un peu plus libre. Vraiment, là, il y a des précautions à prendre. Il y a beaucoup de précautions, il faut faire un peu attention. Voilà, c'est peut-être ce qui a un petit peu changé au fil des années. C'est un peu plus tabou. Et voilà, mais comme on revient sur l'enseignement, comme on revient sur les concepts et la chose intellectuelle, ça se passe plutôt bien. On est passé de l'ORTF, évidemment, donc des médias contrôlés par l'État, ok. On est passé de ça à une libéralisation des médias, à laquelle beaucoup de gens ont cru, évidemment, courant des années 80. Et là, on s'est aperçu que tout ça a été reprivatisé d'une certaine manière, pas par l'État, mais par 7 ou 8 ou 9 milliardaires et multimillionnaires. Donc c'est une forme de nouveau de privatisation, en fait. Alors avant, c'était privatisé par le public, si je puis dire. Après, ça a été libéralisé, et cette libéralisation a donné, évidemment, des envies et le goût du pouvoir médiatique et du soft power. Parce qu'évidemment, quand je m'appelle Bernard Arnault, Lagardère, Latouche, eh bien oui, évidemment, avoir des médias, des radios, des télés, c'est aussi garder la main mise sur une forme d'opinion publique, garder la main mise aussi voilà, sur des recettes publicitaires éventuelles, enfin que sais-je, le modèle business derrière est très 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 fort. C'est comme aujourd'hui, posséder la téléphonie, c'est évidemment exceptionnel. Il fallait être Bouygues pour inventer Bouygues et être qui on sait pour inventer SFR. Donc, en tout cas pour les prendre par devers eux, quoi, et pour les posséder, oui, d'une certaine manière. Mais voilà, donc forcément que ça, c'est aussi beaucoup sorti, et c'est Noam Chomsky aux États-Unis est devenu célèbre avec son bouquin sur la fabrique du consentement. Donc c'est vrai qu'on peut le voir ici ou là, cette espèce
de télévision peut-être, oui, qui ne peut pas aller vraiment ni dans le détail, ni dans la longueur, qui va au plus vite, qui va au plus facile d'une certaine manière. Du coup, des médias alternatifs se sont aussi mis en route. Mais ces médias alternatifs, évidemment, sont dans des niches, donc avec des business models encore là particuliers. Ils font beaucoup de crowdfunding et compagnie, ou par l'argent finalement, etc. Enfin, c'est vraiment le modèle médiatique aujourd'hui, économico-médiatique. Enfin, c'est ça la question, hein. C'est pas les médias en tant que tels. Quelque part, sont certainement sains. Il n'y a aucun souci. Les journalistes sont certainement sincères. Ils font très bien leur travail. Et pour 99% d'entre eux, c'est à peu près l'évidence. Mais derrière, c'est de la machine à produire une opinion publique dominante. Quand on voit, il y a une série absolument fantastique sur Fox News, donc média très à droite américain, républicain, et comment Fox News a créé Trump, mais véritablement créé. Bon, quand on voit CNews en France avec son Éric Zemmour, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a des parallèles. Et effectivement, on peut créer des gens, on peut... Du coup, ces grandes fortunes, la plupart du temps des hommes, ces grandes fortunes ont envie aussi, à la fin du fin, de jouer aux politiques. Et bien entendu, une fois qu'ils ont eu, tout et encore plus, et 3 jets, et 4, etc., forcément qu'on se dit, tiens, est-ce que je ne peux pas aller plus loin ? Alors à la fois par goût du pouvoir, de peut-être aussi un peu tirer les marionnettes, puisqu'ils ont l'argent, mais aussi parce que le business model médiatique, de toute façon, il est celui-là aussi, mine de rien, même dans des médias alternatifs, de toute façon. Il y a cette problématique pécuniaire qui vient aussi raconter en fait l'histoire. Donc, on est dans une société excessivement technicisée et très financiarisée. Et ce sont ces deux choses qui nous contraignent complètement. Et finalement, l'idée au milieu n'est plus que le reflet de ce que la technique veut bien nous laisser dire et ce que la finance veut bien nous laisser dire à la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.